boîte à jouets du diable est une légende urbaine que les fans d'horreur reconnaîtront comme étant inspirée de l'œuvre de Clive Barker, Hellraiser. Même si la boîte à jouets n'était pas vraiment une boîte, mais plutôt une pièce où le sol, le plafond et les murs étaient chacun composés d'un miroir géant. Selon la légende, si vous restez seul trop longtemps à l'intérieur de cette salle de miroirs, le diable se montrera et volera votre âme. Dans la plupart des versions de cette histoire, il le ferait en vous écorchant vivant. Je vous parle de tout ceci parce qu'il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel d'un vieil ami, qui était bien au courant de mon passé sordide, me demandant si je pouvais aider sa petite sœur, une jeune fille de 18 ans que j'appellerai Erin, habitant dans le nord de la Louisiane. Le village exact ne sera pas nommé pour des raisons qui deviendront bientôt évidentes. Comme à peu près partout ailleurs, l'endroit où Erin avait grandi avait sa propre attraction de maison hantée, qui ouvrait chaque année en octobre. L'attraction s'appelait le verger hanté de Farmer's Grave. Elle était aussi excitante que son nom l'indiquait, donc pour le précédent Halloween, les propriétaires avaient décidé de pimenter un peu les choses en construisant plusieurs installations interactives, dont une cabane sans fenêtre, appelée la boîte à jouets du diable. Cette cabane abritait une petite pièce, aux murs couverts de miroirs. C'est de cette manière qu'Erin l'a décrite, d'après ce qu'elle avait entendu, mais elle n'y a jamais pénétré elle-même. Le verger hanté avait fermé moins d'1 semaine après son ouverture, à cause de nombreuses victimes, qui avaient dû être hospitalisées après être entrées dans la boîte à jouets du diable. Erin n'avait donc pas eu l'occasion de la tester elle-même avant la fermeture, mais elle avait entendu d'innombrables histoires à ce sujet de ses camarades de classe. Apparemment, personne n'a pu rester plus de 5 minutes dans la pièce. Il y avait même un grand chronomètre à l'extérieur de la cabane qui indiquait le temps passé de l'occupant actuel, au-dessus d'un autre panneau qui indiquait le record du moment, qui était d'un peu plus de 4 minutes avant que l'attraction ne ferme ses portes. L'homme qui est parvenu à rester aussi longtemps, un certain Roger Heltz, 52 ans, père de 3 enfants, a été réduit à l'état de muet, aux yeux écarquillés. Il n'a prononcé aucun mot depuis. Une femme avait subi une crise cardiaque après juste 90 secondes à l'intérieur de la boîte. Un garçon de 17 ans avait dû être traîné hors de la cabane, criant et se débattant. L'adolescent s'est suicidé 2 semaines plus tard. Les autorités n'ont eu d'autre choix que de fermer le verger hanté pour éviter d'autres victimes. Bien sûr, cela n'a pas empêché les gens de parler de la désormais tristement célèbre attraction. Durant tout le mois suivant, la boîte à jouets était devenue la seule chose à laquelle les gens pouvaient penser. C'était devenu une légende, et bien sûr les enfants du village n'ont pas tardé à s'aventurer dans le verger la nuit, pour voir la boîte de leurs propres yeux. Le verger hanté de Farmer's Grave appartenait à un couple d'âge moyen, Will et Darlene Sawyer. Lorsque le conseil municipal a ordonné aux Sawyer de fermer l'endroit, ils étaient tellement révoltés qu'ils avaient laissé toutes les attractions en l'état, y compris la boîte à jouets du diable. Le verger proprement dit se trouvait sur une parcelle de terrain, située à l'arrière de la propriété des Sawyer, et n'était accessible que par une étroite route de terre à 2 voies. Une nuit, plusieurs élèves de terminale de l'école d'Erin sont allés à la propriété des Sawyer suite à un défi, et ils ont affirmé avoir trouvé l'entrée de la boîte cadenassée. Will Sawyer serait alors sorti de nulle part, en leur demandant s'ils voulaient aller à l'intérieur. L'arrivée soudaine de Will avait d'abord surpris les jeunes, mais une fois qu'ils ont réalisé qu'il n'était pas en colère contre eux pour avoir pénétré dans sa propriété, et qu'il semblait même heureux de les voir, ils ont accepté son offre d'aller à l'intérieur de la boîte. Bien sûr, ils se sont dégonflés au moment où Will a déverrouillé la porte, et qu'elle a semblé s'ouvrir d'elle-même, comme une gueule béante affamée à la vue de la nourriture. C'est de cette manière que les rumeurs à propos de jeux nocturnes dans la boîte à jouets du diable ont commencé à circuler. La plupart des personnes qui se sont aventurées là-bas ont affirmé qu'ils ont rencontré Will Sawyer après avoir attendu à l'extérieur pendant une durée indéterminée. Quelques-uns avaient même prétendu être entrés à l'intérieur,
Mais personne ne les a crus. Personne n'est sorti de cette boîte en étant suffisamment sain d'esprit pour en parler. La semaine dernière, le petit ami d'Erin, Troy, était allé là-bas avec quelques-uns de ses imbéciles d'amis et n'était pas revenu depuis. Ses parents avaient signalé sa disparition et Erin avait même parlé à la police des rumeurs circulant autour de la boîte à jouets. Mais ils ne l'avaient pas prise au sérieux. Elle devenait folle d'inquiétude. Et bien sûr, elle espérait que je sois suffisamment intrigué par son histoire pour venir l'aider à enquêter sur le verger hanté, car elle avait trop peur de le faire seule. Erin habitait à 3 heures de voiture de chez moi. J'ai donc demandé à mon ami Jason et sa petite amie Gretchen de m'accompagner. Comme ça, je ne me sentirais pas bizarre de faire tout ce chemin pour rencontrer une gamine de 18 ans que je ne connaissais même pas. Nous sommes arrivés dans la petite ville à 17 heures ce jour-là, et nous nous sommes dirigés vers le McDonald's, comme Erin l'appelait. J'avais rigolé au début quand je l'ai entendu dire ça, mais je me suis immédiatement senti comme un abruti, de me moquer du fait que sa ville n'avait qu'un seul et unique McDo. Notre rencontre en face à face a été très gênante au début, compte tenu des regards qu'on nous lançait. Mais je les comprends. 3 adultes étrangers qui sortaient de nulle part pour rencontrer une adolescente au McDonald's, ça peut donner de mauvaises idées. Heureusement, Gretchen a réussi à briser la glace avec une seule question. « C'est toi qui as fait ça ?» Elle montrait le sac à dos d'Erin, qui était en fait une poupée en peluche, qui avait été transformée en sac. Les bretelles étaient faites de vieilles ceintures de sécurité au look rétro. Erin a hoché la tête en réponse, et la mâchoire de Gretchen s'est décrochée. « Oh mon Dieu, tu pourrais m'en faire un ? Tu pourrais m'en faire 2 ?» elle a demandé. « Bien sûr, tant que tu me ramènes les fournitures, » a répondu Erin en riant. « Deal !» Gretchen souriait d'une oreille à l'autre en se tournant vers moi. « On doit aider cette fille pour qu'elle puisse me faire des petits sacs à dos adorables. » Il était un peu plus de 22 heures quand on est enfin arrivé au bout de la route étroite qui menait au verger hanté. On s'est garé près d'une grande arche de bois qui désignait l'entrée principale du verger. J'ai sorti plusieurs lampes torches de mon sac et j'en ai donné une à chacun, puis on s'est dirigé à l'intérieur. L'endroit ressemblait à ce que j'avais imaginé. Une rangée de maisonnettes en bois de couleur vive se trouvait sur le terrain vide, bordée de grands arbres qui avaient été couverts de fausses toiles d'araignée et autres décorations effrayantes. Chaque maisonnette avait un panneau désignant le nom de l'attraction. Il y avait un jeu appelé « Lancer de cornes », qui, à en juger par l'illustration sur le côté, était un jeu de lancer de cerceaux qu'on devait réussir à accrocher à des cornes de démons. Il y avait aussi bowling de loup-garou, qui portait bien son nom, et celui qui m'avait le plus attiré, l'exorciste, qui était un jeu de pistolet à eau où on devait viser des silhouettes de démons. Les réservoirs d'eau pour remplir les pistolets portaient une étiquette sur laquelle il y avait écrit « Eau bénite ». La boîte à jouets du diable était la dernière cabane de la rangée. Elle était peinte en rouge profond, et la porte qui prenait un mur entier était cadenassée. Quelqu'un avait empilé une douzaine de chaises pliantes contre un des murs de la boîte. Erin en a attrapé une, et l'a dépliée en me disant « Maintenant, on attend. » « Combien de temps ?» a demandé Gretchen. « Ça dépend. Pas éternellement, j'espère. » Erin a fait un signe de la main vers les bois à notre gauche. Il y avait une fenêtre qui brillait dans l'obscurité lointaine. « Tu la vois ? C'est la maison des Sawyer. Ils doivent savoir qu'on est là. Et c'est une bonne chose ?» Le ton de Gretchen était tendu, et elle avait un regard qui disait qu'elle venait juste de se rendre compte qu'elle n'avait aucune envie d'être ici. Avant qu'Erin puisse lui répondre, elle s'est tournée vers Jason. « Bébé, tu peux m'accompagner à la voiture ?» Jason lui a jeté un coup d'œil irrité. « Quoi ? Pourquoi ? » « Parce que tout ceci est devenu bien trop réel. Tu savais ce qu'on venait faire ici, je te l'ai expliqué dans les plus petits détails. Jason, s'il te plaît. Non, c'est des conneries, Gretch. Tu fais ça à chaque fois. Je sais.
On a déjà eu cette discussion. À cause de toi, je rate tout ce qui est cool. Je suis désolé. Elle a battu des cils et a regardé Jason d'un petit air contrit. Elle savait très bien qu'il ne pouvait rien lui refuser. Il a soupiré d'un air exaspéré et je lui ai tendu les clés de la voiture. Je reviens, il a marmonné. J'ai déplié une chaise et je me suis assis à côté d'Erin, regardant les faisceaux de lumière des lampes de Jason et Gretchen disparaître dans les ténèbres. Une pensée m'est venue à ce moment-là. Comme si toute cette situation ne ressemblait pas assez à Scooby-Doo, il a fallu qu'on se sépare. C'était vraiment chercher les emmerdes. Comme pour répondre à mes pensées, des bruits de pas s'approchant de nous se sont fait entendre. Erin et moi nous sommes levés à l'unisson, échangeant des regards paniqués, avant de nous tourner vers les bois qui bordaient le verger. Un homme d'âge moyen, avec de longs cheveux, a émergé des ténèbres. Il tenait une lanterne électrique et portait un poignard ouvert sur un maillot blanc sale et un pantalon de pyjama. Il nous a souri et a levé un pouce vers le haut. « Vous êtes là pour la boîte ?»« Plus ou moins », a répondu Erin. Et Will lui a jeté un regard perplexe. « Est-ce que vous avez vu ce garçon ?» Je lui ai tendu mon téléphone où il y avait une photo de Troy qu'Erin m'avait envoyée. Il a plissé les yeux. « Peut-être. Quand ?»« Il y a quelques semaines. Il était l'un de ceux qui sont entrés dans la boîte. La plupart ne veulent plus y aller maintenant. Il est resté presque 3 minutes dedans, puis il est sorti en courant, en criant. » Erin a laissé échapper un gémissement. « Parti en courant ? Parti en courant où ?» Will a pointé du doigt les ténèbres derrière lui. « Dans ces putains de bois, qu'est-ce que tu crois ? J'ai ouvert cette porte et il est sorti en hurlant, complètement nu du bas. Il avait son caleçon sur la tête et son pantalon enroulé autour de son cou comme une écharpe. Honnêtement, c'était plutôt drôle. » Erin s'est couvert la bouche de la main, ses yeux écarquillés se remplissant de larmes. Will a souri largement et nous a demandé « Vous voulez aller à l'intérieur ?» « Nous ne sommes pas là pour la boîte, » j'ai répondu, me plaçant devant Erin en toisant Will. « Mais c'est à vous couper le souffle, » il a dit, en faisant un geste vers l'énorme porte de la boîte à jouets, qui s'est lentement ouverte. L'intérieur était plongé dans les ténèbres, mais je pouvais malgré tout voir quelque chose de vaguement humain se déplaçant à l'intérieur. Ouais, au diable ce bordel. « Cours !» J'ai attrapé Erin par le bras et je l'ai tiré avec moi pendant que je courais loin de la boîte. Je pouvais entendre quelque chose nous poursuivre pendant qu'on s'enfuyait vers l'entrée du verger. Je dis quelque chose, car ça n'avait pas du tout l'air humain. Ce que j'entendais n'était pas des bruits de pas, mais plutôt un long grattement, accompagné par une respiration humide qui rappelait un chien haletant. Heureusement, Jason m'a entendu crier au moment où lui et Gretchen arrivaient à ma voiture. Ils se sont retournés et nous ont vus, Erin et moi, courir vers eux avec une expression de terreur absolue. Jason a dû apercevoir la chose qui nous poursuivait, car son visage est devenu instantanément blanc. Il a rapidement déverrouillé la voiture et s'est jeté derrière le volant, criant à Gretchen d'entrer. Elle s'est dépêchée vers le siège passager, et au moment où elle bouclait sa ceinture, il a démarré et accéléré vers nous, réduisant la distance qui nous séparait en quelques secondes. Jason a écrasé les freins en arrivant à notre niveau et la voiture s'est immobilisée à quelques centimètres de nous. J'essayais d'ouvrir la porte arrière mais elle était verrouillée, celle du côté d'Erin aussi. J'ai martelé la vitre de mon poing et j'ai pointé à Jason le verrou de la porte. J'ai pu lire sur ses lèvres « Oh merde !» Il s'est retourné et a scruté les commandes du tableau de bord, cherchant comment les déverrouiller. Le grattement que produisait la chose derrière nous s'approchait de plus en plus, mais j'ai refusé de regarder derrière moi, et j'ai continué à marteler la vitre. Au moment où un Jason frustré réussissait enfin à déverrouiller la porte, c'était trop tard. La chose m'avait déjà atteinte. Je me rappelle de quelque chose me traînant vers les bois. Je n'avais conscience de rien d'autre, au-delà de la vague impression d'avoir été piqué par un insecte, avec une espèce de poison paralysant. J'ai senti une poussée d'air frapper mon visage, alors qu'une porte se fermait violemment devant moi. Puis les lumières se sont allumées,
et j'ai réalisé où j'étais, à l'intérieur de la boîte à jouets du diable. La construction de la salle était en fait plutôt impressionnante. Le sol était constitué d'une épaisse feuille de plexiglas transparent, posée sur un miroir identique à ceux qui constituaient les murs et le plafond. Avec la porte fermée, le miroir de l'autre côté se fondait parfaitement à celui des murs. De fines ampoules fluorescentes passaient entre les crevasses, où chaque miroir rencontrait le suivant, baignant la pièce et ses reflets infinis dans une pâle lumière jaune. J'ai fait l'erreur de regarder en bas, et le gouffre des reflets que je surplombais a failli me faire tomber dans les pommes. J'ai fermé les yeux et tendu mes bras devant moi, cherchant le mur le plus proche. Je me suis adossé contre, essayant de contrôler les vertiges qui me terrassaient. Quelqu'un murmurait mon prénom. Joël. J'ai ouvert les yeux. Mon reflet me souriait. Tu lui appartiens maintenant. Un hurlement m'a échappé, et je me suis éloigné du miroir contre lequel j'étais adossé. Quelque chose bougeait derrière mon reflet. C'était difficile à apercevoir au début, mais quelque chose passait à travers le couloir formé par mes reflets, se dirigeant vers moi. Alors que la chose approchait, j'ai pu voir que c'était moi-même. Enfin, pas exactement. Ses traits étaient trop flous, comme si ce reflet se trouvait tellement loin derrière que son visage n'était plus qu'une vague silhouette déformée. C'était ça le Joël qui venait vers moi. J'ai commencé à marteler le mur où se situait la porte d'entrée, que je sentais cadenassée. J'ai hurlé de frustration avant de me retourner pour faire face à la chose qui approchait, et qui n'était plus là. Les reflets étaient redevenus normaux. Il n'y avait plus d'autre moi flou dans le miroir. J'ai soupiré de soulagement. 2 secondes plus tard, elle émergeait du miroir en dessous de moi et m'attrapait par les jambes. Et je me suis réveillé en hurlant. Erin m'a regardé d'un air paniqué. Nous étions toujours assis en dehors de la boîte à jouets. Désolé, j'ai dû m'assoupir. Erin a ouvert la bouche. Elle a hésité avant de me répondre. Je m'inquiète à propos de tes amis. Je me suis frotté les yeux. Pourquoi ? Ça fait combien de temps qu'ils sont partis ? Un bon moment, presque une demi-heure. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier ce qu'Erin disait, et j'ai soupiré. On devrait aller vérifier que tout est ok. Alors qu'on faisait demi-tour vers l'entrée du verger, j'ai fait un signe de tête vers la maison des Sawyer. Tu penses qu'il va se montrer ? Erin a réfléchi en silence pendant quelques secondes, avant de hocher la tête. Je l'espère, je ne saurais pas quoi faire sinon. Je lui ai jeté un coup d'œil, inquiète qu'elle se mette à pleurer, mais son visage ne reflétait que de la résignation. Juste au moment où je me suis rendu compte que je la fixais, Erin a levé les yeux vers moi, et on a échangé un moment gênant de contact visuel. Je lui ai souri, essayant d'agir naturellement, et j'ai regardé à nouveau devant moi. C'est là où j'ai réalisé qu'on s'était perdu dans le noir, et qu'on s'était retrouvé d'une manière ou d'une autre au niveau de l'épaisse étendue de bois qui bordait le verger, du côté opposé de là où nous allions. Comment diable ? J'ai balayé la nature environnante avec ma lampe torche, essayant de me repérer, mais je n'ai pas pu localiser le verger, ni aucune des cabanes dans le noir. Puis un moment après avoir fait demi-tour, ou du moins c'était ce qu'on croyait, on s'est retrouvés devant la maison des Sawyer. C'était une petite maison rustique de 2 étages. Le porche baignait dans l'obscurité, mais malgré cela j'aurais juré avoir vu quelque chose bouger quand Erin a fait signe vers la maison. On pourrait aller dire bonjour puisqu'on est là, elle a dit. Elle a commencé à grimper les marches menant à la porte d'entrée avant que je ne puisse réagir, et sans hésitation a frappé à la porte. Merde, j'ai murmuré avant de me dépêcher de la rejoindre. Un silence tendu régnait, bientôt remplacé par des bruits de pas. La porte s'est ouverte en grand, et une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et aux yeux les plus bleus que j'ai pu voir, se tenait de l'autre côté, nous fixant. Ce devait être Darlene. « Vous êtes pour la boîte ?
elle a dit en nous jaugeant du regard. J'ai eu une intense impression de déjà-vu quand Erin a répondu. Plus ou moins. Darlene s'est penchée pour regarder à l'extérieur. Vous feriez mieux d'entrer alors. J'ai échangé un regard méfiant avec Erin. La femme est retournée à l'intérieur, laissant la porte ouverte derrière elle. Erin a haussé les épaules avant de la suivre. En entrant à sa suite et en fermant la porte, j'ai entendu un bruissement dans les buissons derrière. « Verrouillez-la, s'il vous plaît, il y a plein de merde dans ces bois », a dit Darlene. Le bruissement s'est intensifié quand j'ai verrouillé la porte avec le loquet. On a suivi Darlene dans une pièce qui puait l'herbe. Elle a fait un signe de la main vers le joint qui brûlait dans le cendrier. « Servez-vous » Elle s'est assise sur le canapé et a coupé le son de la télé en face d'elle. « Alors que puis-je pour vous ?» Je me suis éclairci la gorge avant de répondre. On nous a dit d'attendre un certain Will Sawyer. Est-ce qu'il va arriver ? Il s'est tué la nuit dernière, donc probablement pas. Elle a répondu d'un ton indifférent. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Ouais, bon, comment je peux vous aider ? Eh bien, j'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la photo de Troy. On voudrait savoir si vous vous rappelez avoir vu ce garçon dans le verger récemment. Darlene a examiné la photo. Pas que je me souvienne, mais je ne suis pas sorti souvent après l'incident de la boîte à jouets. C'est ma faute si cette putain de chambre a été construite, et à chaque fois que je vois cette chose, j'ai envie de pleurer. Erin a penché la tête. C'était votre idée de construire la boîte à jouets du diable ? Elle a demandé d'un ton curieux. Darlene a lentement secoué la tête. Non, j'étais malade, vraiment malade. Et ce démon ou le je ne sais quoi que Willy a invoqué lui a dit que ça me soignerait si on construisait une pièce de miroir et qu'on attirait des gens dedans. Si votre ami est entré là-dedans, je peux vous donner 3 possibilités. Il est soit mort, soit catatonique dans un hôpital, soit errant dans ces bois. Ceux qui se retrouvent là-bas, quelque chose leur arrive. Mais si ça peut vous aider, vous pouvez le chercher ici. Ici, dans votre maison ? A demandé Erin. Oui. Darlene s'est levée, a tiré sa table basse hors du chemin et a écarté le tapis pour révéler une trappe grossière taillée dans le sol en bois. Will a ramené quelques-uns de ceux qu'on a trouvés à la maison. Je pense qu'il avait pitié d'eux. Bref, il les garde là-dessous. La femme a ouvert la trappe et une odeur nauséabonde m'a frappé de plein fouet. Tellement nauséabonde que je ne comprenais pas qu'on ne l'ait pas senti avant. C'était la puanteur de déjection humaine en masse. Darlene s'est tournée vers moi. « Vous avez une lampe torche ?» J'ai hoché la tête en lui tendant. Elle l'a allumée et l'a dirigée vers le trou béant, révélant les visages crasseux de 4 hommes, émaciés et nus. « L'un d'eux vous paraît familier ?» Un des hommes a sifflé dans notre direction. Il y avait de plus en plus de bruissements dehors, et quelque chose a commencé à gratter à la fenêtre. Darlene l'a regardé. « Vous les avez bien contrariés ce soir. Vous êtes resté dehors pendant combien de temps ?» Avant que je ne puisse répondre, une main sale, aux doigts impossiblement longs, s'est tendue et m'a tiré vers elle, dans le trou béant. Et je me suis réveillé en hurlant. J'étais assis à l'extérieur de la boîte à jouets, et Jason était assis à côté de moi. Il m'a jeté un regard en coin. « Tout va bien ?»« Ouais, mauvais rêve, désolé. » J'étais encore sous le choc de mon cauchemar dans un cauchemar, alors que je regardais avec méfiance autour de moi. Quelque chose était bizarre. « Où sont les filles ?»« Quelles filles ?»« Les filles. L'une d'elles étant Gretchen, ta petite amie. »« Qu'est-ce que tu racontes ? Gretchen a rompu avec moi le mois dernier. Tu ne te rappelles pas ? Ou alors c'est par rapport à ton histoire, là ? Par rapport à quoi ? L'histoire que tu vas écrire sur ce truc. T'es en train de réfléchir aux détails, c'est ça ? Tu vas aussi inventer une excuse pour justifier notre présence ici ? Une demoiselle en détresse qui a besoin que tu mènes l'enquête pour elle, dans un vieux parc d'attractions ? Remarque, c'est beaucoup mieux que de dire que ton meilleur ami dépressif t'a demandé de conduire 3 heures au milieu de la nuit pour voir des cabanes hantées
où rien ne s'est passé, et puis ton ami s'est tiré une balle dans la tête. » « Quoi ?» Jason a glissé le canon du pistolet qu'il tenait à la main dans sa bouche et a appuyé sur la détente. J'étais assis suffisamment près de lui pour que l'explosion me rende temporairement sourd. Je me suis levé en titubant et j'ai lentement reculé, les yeux fixés sur le cratère de sang et de fluide qui était la tête de mon meilleur ami quelques secondes plus tôt. Ma propre tête résonnait comme une foutue cloche d'église. Et pourtant je n'arrivais pas à détourner le regard. Finalement, je me suis forcé à lui tourner le dos et regarder autour de moi pour me repérer. Je devais quitter cet endroit. En arrivant au niveau de l'entrée, je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil hébété à mon ami, et je me suis arrêté net en voyant qu'il n'était plus là. Le sang et la cervelle de Jason éclaboussaient toujours les murs de la boîte. Je n'ai donc pas imaginé ce qui venait de se passer. Mais la chaise pliante où il était assis était maintenant dépourvue de son corps affaissé sans vie. Alors que je me tenais debout, là, essayant de comprendre où le corps de Jason avait bien pu passer, un filet d'eau croupi m'a éclaboussé le visage. J'ai tourné la tête. Le corps presque sans tête de Jason tenait l'un des pistolets de jeu de l'exorciste. Je ne suis pas vraiment fier de l'admettre, mais je me suis paralysé en le voyant, persuadé que Jason s'était transformé en zombie. Mais après une minute entière de paralysie où j'attendais qu'il fasse le prochain mouvement, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il ne bougerait plus. Ce que je voyais n'était autre qu'un cadavre avec un pistolet qu'on lui avait fourré dans les bras. Ce qui voulait dire qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans les ténèbres qui m'entourait, capable de déplacer facilement un corps de 80 kilos juste pour se moquer de moi. C'est cette conclusion qui m'a finalement fait partir en courant. J'étais dans ma voiture, à mi-chemin de la route de terre qui menait à l'autoroute, quand j'ai heurté une bosse qui a délogé quelque chose sous la voiture. Je me suis arrêté et je suis sorti pour y jeter un coup d'œil. En me penchant, je suis tombé nez à nez avec le cadavre de Jason. Déplacer le cadavre d'un homme adulte est une chose, mais le déplacer et l'accrocher sous la voiture, pendant les quelques secondes qu'il m'a fallu pour y retourner, c'était inconcevable. Je l'ai détaché et je suis rentré chez moi, à moitié hystérique. J'ai commencé à tout écrire, comme Jason l'avait dit. J'en suis arrivé là, avant que des coups sur la porte de mon appartement ne m'interrompent. J'ai ouvert la porte. Il y avait une note accrochée à l'extérieur. « Il y a un colis pour vous dans le hall. » Il était environ 23 heures, et j'étais certain que l'accueil de mon immeuble avait fermé depuis des heures. Mais je me suis quand même dirigé vers le hall, par pure curiosité. J'ai descendu les escaliers jusqu'à l'accueil, pour trouver le cadavre mutilé de Jason dans le hall, adossé au distributeur. D'une manière ou d'une autre, il m'avait retrouvé. J'ai remonté les escaliers en courant, avec l'impression d'évoluer au ralenti, et j'ai sprinté jusqu'à mon appartement où j'ai verrouillé la porte. Un instant plus tard, la poignée a commencé à tourner, quelque chose essayant de l'ouvrir de l'extérieur. Je reculais lentement devant la porte quand quelque chose d'énorme l'a traversée. Quelque chose qui n'était plus ma porte d'entrée, mais les murs intérieurs de la boîte qui venaient soudainement de craquer pour révéler des phares familiers. Jason avait écrasé ma voiture contre la boîte à jouets. J'avais passé 25 secondes à l'intérieur de la boîte à jouets du diable. C'était le temps qu'il a fallu à Jason pour rentrer dedans avec ma voiture. Heureusement, elle était encore utilisable après coup, et on s'est dépêché de se tirer de là. J'ai déposé Erin chez elle avec des excuses, lui expliquant qu'il n'y avait rien que je puisse faire. Honnêtement, je ne comprends toujours pas ce qu'elle attendait de moi. On n'est pas dans Supernatural. Si votre petit ami disparaît, vous appelez les flics. Je rentre chez moi. Est-ce que je me sens coupable de ne pas pouvoir l'aider? Oui, mais pour ce que ça vaut, nous avons détruit la boîte à jouets et probablement sauvé d'innombrables générations d'enfants stupides de faire la même erreur que le petit ami d'Erin. La mauvaise nouvelle, c'est que ça m'a marqué, mutilé à vie.
Même en étant assis là à vous raconter tout ce que j'avais précédemment écrit, j'ai toujours peur que ça ne soit pas fini. J'ai peur qu'en me réveillant le lendemain, je ne sois pas chez moi, mais devant cette putain de boîte.